Le Cambodge est un petit royaume dont la plaine centrale, sillonnée par le Mékong, accueille la majorité des 14 millions d'habitants. Une population qui goûte enfin la paix après les années sombres du régime Khmer Rouge et de la guerre civile. Siem Reap, situé au nord-ouest du Cambodge, signifie le Siam vaincu, en souvenir de la victoire des Khmers sur le royaume thaï d'Ayutthaya au XVIIe siècle. La ville doit sa prospérité actuelle à la proximité des temples d'Angkor. Angkor Thom possède 4 portes situées sur les axes cardinaux de la ville. Nous rentrons dans la cité par la porte du sud, entre 2 longues rangées de dieux à gauche et de démons à droite, portant un naga géant. Le Tambayon est le mystère incarné. Jaillissant au-dessus des galeries, une forêt de tours portant 172 visages géants au sourire empreint de douceur et de sérénité. Les visages du Bayon braquent leurs regards aux 4 directions d'un empire qui était au sommet de sa puissance à la fin du XIIe siècle. Une chaussée sur colonnettes, longue de 200 mètres, mène au temple Baphoun. C'est l'histoire folle d'un puzzle de 300 000 pièces de grès, d'une demi-tonne chacune, toutes uniques et sculptées, à monter en 3D, au plus profond d'une jungle d'Asie. Reconstituer une pyramide de 35 mètres de haut, tel était l'objectif. Le temple du Baphoun renaît du sable, grâce à l'école française d'Extrême-Orient, qui a commencé sa restauration en 1995 et l'a achevée en 2011. La terrasse des éléphants, longue de 300 mètres, s'étend du temple Baphoun à la terrasse du roi lépreux. Le roi pouvait, de ce promontoire, regarder défiler son armée victorieuse de retour de la guerre contre les Khams. La statue du roi lépreux serait une représentation de Yama, le seigneur de la mort selon le mythe hindouiste. Le temple Taprom, construit sous le règne du roi Khmer Jayavarman VII, était un monastère et une université bouddhique qui couvrait 60 hectares. À son zénith, plus de 12 000 personnes vivaient dans son enceinte, dont 18 grands prêtres et 600 danseuses. Ce temple, envahi par la végétation au fil des siècles, les racines des fromagers et des figuiers ont pris possession des lieux. Étranglant les portes et les galeries en ruine, s'insinuant dans toutes les interstices. Les arbres ont parfois détruit, parfois soutenu les murs. Un lent combat entre nature et architecture. Décor magique, fantastique, ici le végétal épouse le minéral. Ils sont devenus inséparables. Le résultat est de toute beauté. Angkor Wat est le plus grand des temples du complexe monumental d'Angkor. La découverte du temple se mérite. On emprunte une chaussée pavée de calcaire de 200 mètres de long afin de traverser ces douves. Ces 5 tours en forme de boutons de fleurs de lotus
s'organise en une pyramide représentant le mont Meru, maison des dieux dans la mythologie hindoue. Remarquablement bien préservé, Angkor Wat est d'une richesse ornementale fantastique. Son trésor est une suite ininterrompue de bas-reliefs sculptés dans le grès de 2 mètres de haut sur une surface d'1 km². Les murs du temple d'Angkor sont couverts d'apsaras, danseuses célestes. Elles sont plus de 2000, toutes différentes les unes des autres. Angkor Wat combine 2 bases de l'architecture khmère, le côté temple-montagne et le côté temple-galerie. Le roi y voyait probablement un monument funéraire car l'enceinte sacrée fait face au soleil couchant, symbole de mort. Angkor Wat est le symbole du Cambodge, figurant d'ailleurs sur son drapeau national. Construit au début du XIIe siècle par Suryavarman II, c'est le mieux préservé. Il est resté un important centre religieux depuis sa fondation, d'abord hindou, dédié à Vishnu, puis bouddhiste. Le temple a été popularisé en Occident dans le milieu du XIXe siècle grâce au naturaliste français Henri Mouhot qui écrivit « Qui nous dira le nom de ce Michel-Ange de l'Orient qui a conçu une pareille œuvre ?» Édifié en 967, ce petit temple en grès rose n'est pas dû à un roi mais à un dignitaire, un brahmane, précepteur du prince. Sans doute est-ce cette origine qui lui vaut ces dimensions modestes, mais il n'en demeure pas moins un joyau de la sculpture architecturale. Ses frises ornées d'apsaras et ses frontons sculptés d'une profusion de feuillages où le ciseau des artistes a taillé de grandes scènes mythologiques. Surnommée la citadelle des femmes, dédiée à Shiva, c'est une merveille d'équilibre décorative déposée au milieu de la jungle. Il devient célèbre en 1923 lorsqu'André Malraux fut arrêté à Phnom Penh pour avoir dérobé des statues et des sculptures de ce petit temple. Le Tonlé Sap, qui signifie grand lac, est un système hydrologique combinant lac et rivière d'une importance capitale pour le Cambodge. Le régime d'écoulement de la rivière est unique au monde. En saison sèche, de novembre à mai, elle coule du lac vers le Mékong, ou du Mékong alors en crue vers le lac à la saison des pluies de mousson et de la fonte des neiges himalayennes. Ce lac est donc une protection naturelle, agissant comme une valve de sûreté. La superficie du lac pendant la saison sèche est d'environ 2700 km² et 16 000 pendant les pluies de mousson.
L'inondation saisonnière crée un milieu idéal pour la reproduction des poissons. Une véritable providence pour les 3 millions de Cambodgiens vivant dans la région. Sorte de gens du voyage version indo-chinoise. Toute une ville lacustre est organisée pour tenir compte des humeurs du lac. Les maisons sont sur pilotis ou flottantes, faites de bambou, attachées ensemble et déplacées au fil des saisons. Et les maisons bateaux habitées par les pêcheurs les plus pauvres. Des gens sans terre, installés sur ces eaux depuis longtemps. Ils ont recréé une micro-société. Un monde où tout flotte. Nous accostons sur une plateforme une sorte de boutique flottante, avec son élevage de crocodiles, spécialité locale. Notre regard se fige sur ces beaux visages d'enfants, se baignant tous ensemble, inventant leur jeu. D'autres garçons et filles, au très jeune âge, pagayent sur des embarcations bien trop grandes pour eux. Très tôt, il faut aider les parents dans les tâches quotidiennes. Nous contemplons avec interrogation ce monde inconnu. Nous sommes loin de nos temples de la consommation, de notre monde matérialiste. Nous avons beaucoup, et pourtant. C'est sur ces images d'un autre monde que se termine notre voyage, empreint d'émotion, de richesse culturelle et d'évasion.